très déçu par la piètre prestation de l'équipe de France, mais pas surpris. Pas surpris parce que c'est une équipe qui pour moi a quand même des grandes difficultés lorsqu'elle joue face à un adversaire de grande qualité. On l'a vu à la Coupe du Monde contre l'Angleterre, on l'a vu contre le Maroc, on l'a vu bien sûr contre l'Argentine et on l'a vu 2 fois cette année contre l'Allemagne notamment. En deux, c'est cette belle équipe d'Allemagne qui faut bien l'avouer, a été excellente, notamment un milieu de terrain et une capacité offensive d'une grande technicité. On a vu un écart abyssal technique entre les deux équipes. Et en 3, c'est bien sûr l'absence d'Antoine Griezmann, même si pour moi elle n'explique pas tout, mais c'est un gars qui est important avec le ballon, mais peut-être encore plus sans le ballon pour enclencher les pressings. L'important, ce sera jusqu'au bout. Les 2 points pour Roland Courbis. Disons que le premier point, je crois que nous sommes en préparation. En ce qui me concerne, donc tu te rappelles ce que je pouvais dire hier, c'est que les 3 favoris pour moi de ce championnat d'Europe, ça reste l'équipe de France, l'Angleterre et l'Allemagne, pays organisateurs. Et ensuite, ce soir, je m'aperçois, et c'est pas la première fois, qu'on néglige beaucoup dans l'évolution du football le fait de savoir défendre, bien défendre, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit un mécanisme avec des couvertures, une bonne distance de marquage, pas tourner le cul quand il y a un tir de 20 mètres. Et à force d'être des passionnés de football, construire les buts, les ci, les là, oui, bien sûr que c'est important, mais défendre, c'est au moins autant important. Et là, je pense que c'est pas seulement l'équipe de France. Dans le football en général, je vois pas les équipes progresser sur le côté défensif. Pourtant, coach, l'équipe de France avec Didier Deschamps, ils ont fait que ça défendre aujourd'hui. Oui, d'accord, mais par exemple, je te parle. Peut-être pas bien, je vais te donner un exemple. Upamecano. Si Upamecano, c'est un des meilleurs défenseur de notre génération, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. À ce moment-là, soyons pas étonnés parce que avec le Bayern, je le vois moyen, et en équipe de France, je le vois moyen. Bon, après, peut-être c'est une question de goût. Donc, je regarde certaines interventions. Je me dis, mais bon, là, on est quand même dans le très haut niveau. Et le très haut niveau sur le plan défensif, je ne le vois pas du tout. Après, on parlera d'autres choses, on parlera de Griezmann, on parlera d'Mbappé, qui est quand même en ce moment un petit peu perturbé. On le saurait à moins. Oui, ok, mais bon, je ne suis pas étonné. Mais nous sommes dans 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il y a quand même la possibilité de bien réfléchir. Après le match de mardi, il y aura combien de matchs de préparation ? 2 a priori début juin. On n'a pas encore les adversaires. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'impression d'avoir revu France-Argentine, mais sans les 10 dernières minutes, quoi. Mais c'est pour ça, alors on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ah oui, mais bon, Didier Deschamps, c'est un gagnant, il va encore nous emmener loin dans une compétition. Moi, je rappelle quand même une chose, les amis. On a perdu la Coupe du Monde. Et la finale, on l'a perdue de piètre manière. Je suis désolé. Même s'il y a un sursaut presque divin dans les 10 dernières minutes qui nous permet d'aller en prolongation. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'on a revu l'équipe de France qui, de toute façon, c'est footballistique. Ce ne sont pas des choses surnaturelles ce qui se passe avec l'équipe de France. L'équipe de France, il y a quelques mois contre l'Allemagne, ils perdent. L'Allemagne, ils ont gagné 3 matchs sur leurs 11 derniers, dont 2 contre l'équipe de France. Parce que c'est une équipe qui convient à l'équipe d'Allemagne. Parce que l'équipe d'Allemagne, ils aiment avoir le contrôle du ballon. Et l'équipe de France, ils aiment laisser le ballon à l'adversaire, mais quand l'adversaire peut faire des erreurs. Mais cette équipe d'Allemagne, avec sa technique, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est ça qui est inquiétant, parce qu'on a toujours dit l'équipe de France contre les petits, entre guillemets, ils galèrent parce que justement, ils n'ont pas cette capacité à créer. Mais ces derniers temps, on disait contre les gros, c'est facile, tu les attends et tu vas les piquer en contre. Ça fait quelques temps déjà. Même plus ça, en fait, ce que tu nous dis. Contre l'Angleterre, grande difficulté pendant la Coupe du Monde. Même contre le Maroc, qui a fait une belle Coupe du Monde,
en grande difficulté. Même si, en fait, c'est une équipe de France qui est à réaction, qui joue en fonction de l'adversaire, qui n'impose rien. C'est pas une équipe qui impose à l'adversaire. C'est une équipe qui est une équipe de contre-attaque, de transition rapide, notamment grâce à des joueurs comme Griezmann qui sont capables de récupérer des ballons hauts, d'avoir la justesse pour lancer des Kylian Mbappé, des Ousmane Dembélé ou utiliser le jeu de tête de Olivier Giroud, notamment sur les coups de pied arrêtés ou sur les ballons venant des côtés. Mais à partir du moment où tu vois la composition de départ de l'équipe de France, avec 4 défenseurs centraux et 3 milieux de terrain récupérateurs. Mais bien sûr, tu te dis que tu vas défendre. Mais si tu prends le but à la première minute, au bout de 7... Malgré ça, tu ne défends pas bien pour autant. Hein. Oui, mais au bout de 7 secondes, tu prends un but. Et donc là, normalement, doit s'activer le plan B. Et le plan B, c'est aller presser plus haut, être plus agressif, comme ça a été le cas entre la 20e et la 35e minute. Mais on voit que même ça, l'équipe de France ne maîtrise pas. Parce que Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui est un entraîneur d'opposition, qui n'est pas un entraîneur d'imposition, d'imposer son jeu à l'adversaire, parce que son jeu, il n'a pas de fond de jeu. Alors, je ne dis pas que ça ne permet pas de gagner des matchs, puisqu'il a souvent des résultats, il va souvent loin dans certaines compétitions. Mais lorsqu'il rencontre une équipe qui maîtrise mieux son sujet, et ben, l'équipe de France, surtout quand elle est amputée de quelques cadres, elle est en difficulté. Ce soir, on rencontre une équipe qui ne maîtrise pas son sujet. Et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut esquiver aussi un débat, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment la première période, et on l'a beaucoup dit, il manque Griezmann. Mais il était là en finale de Coupe du Monde, Griezmann. Oui, mais même au-delà de ça, en fait, au final, après ces 90 minutes, c'est pas que Griezmann. Ce serait une erreur de se dire Griezmann va revenir et tout va changer. Il y a un gros problème, c'est qu'il manque le capitaine de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Ah non, en fait, il n'est pas capitaine de l'équipe de France. Et ça aussi, c'est un souci. C'est-à-dire que c'est le leader de cette équipe. Kylian Mbappé n'est pas le leader. Kylian Mbappé est le finisseur de cette équipe. Mais quand l'équipe est moins bien, eh bien sûr, Kylian est moins bien. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Antoine Griezmann, je le disais, c'est un joueur très important avec le ballon, notamment sur coup de pied arrêté, notamment dans la recherche de la dernière passe, du décalage. Mais c'est aussi devenu un adversaire, et c'est pour ça qu'il a réussi à se réinventer notamment, c'est qu'il est devenu ultra important, il a toujours été, mais il est encore plus maintenant un leader sans le ballon. C'est lui qui déclenche les pressings, c'est lui qui harcèle l'adversaire, c'est lui qui est capable de faire des tacles aux 20 mètres quand son équipe n'est pas bien dans le match ou est un peu en difficulté. Et aujourd'hui, il manque. Mais il manque surtout à l'équipe de France, malgré une finale de Coupe du Monde, je le répète, il manque un fond de jeu permettant, quand tu es moins bien, de te remettre sur tes fondamentaux et de ne pas faire ce qu'ils ont fait sur la première demi-heure, c'est-à-dire continuer de subir, ou même sur la première heure de jeu, après avoir marqué ce deuxième but, l'équipe de France ne sait que subir et contre-attaquer. Les gars, Mamadou nous appelle au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Mamadou. Salut les gars, ça va? Salut Mamadou. Bon, on est un peu sonné là, on a pris une gifle, mais et toi alors? Moi j'ai pris un KO. Mais en même temps, je m'y attendais parce qu'on se voit trop beau en fait. L'équipe de France, exactement. Une accumulation de joueurs qui jouent au Real de Madrid, Milan AC, PSG, un petit peu partout. Et franchement, je suis d'accord avec toi Kevin, mais au niveau du jeu, mais c'est pas possible. Moi, il y a un joueur, je ne comprends pas ce qu'il fout là. Je veux pas taper sur les joueurs parce que ça a été global, mais vraiment, j'observe souvent un joueur qui joue au Real de Madrid, Tchouaméni. Mais en fait, il faut voir le nombre de passes qu'il fait vers l'avant. Mais je vais te donner une idée. Je ne sais même pas si son meilleur poste, c'est numéro 6. Je ne sais pas si c'est pas arrière central son meilleur poste. Il est très bon arrière central. Ouais, il l'a fait au Real, il était pas mal. Franchement, en équipe de France, je l'aurais mis sur le côté, mais quand je dis sur le côté, c'est sur le banc de touche, quoi, en fait. Et tu penses qu'arrière central, donc je ne veux pas insister là-dessus, excuse-moi de te couper une deuxième et dernière fois, tu penses qu'arrière central, il est inférieur à Upamecano? Franchement, je le vois comme à Monaco, moi. Je veux dire, à Monaco, il faisait la bonne paire avec Youssouf Fofana. C'est vrai qu'il y avait une animation de jeu, il y avait quelque chose à Monaco. Là, depuis qu'il est au Real de Madrid, et surtout en équipe de France où au Real Madrid. Voilà. Et franchement, cette équipe, au-delà du jeu, du fond de jeu qu'elle n'a pas, j'ai le sentiment qu'elle n'a pas d'âme. Ça veut dire que j'ai le sentiment que... Si, l'âme, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il n'était pas là. Et c'est vrai que lui, il arrive à faire le lien entre le
le milieu, l'attaque, il arrive à... C'est un petit peu le couteau suisse de l'équipe de France, je trouve. Oui, mais bon, on va quand même pas trouver uniquement comme solution Antoine Griezmann. Parce que si on réfléchit aussi, quand il a été absent, Antoine Griezmann, donc ok, maintenant pour remplacer Antoine Griezmann dans un 4-3-3, un 4-3-3 avec quand même 4 défenseurs défensifs normalement. Tu as 3 milieux, Diaby, puisque malheureusement Nkunku, qui était pour moi, ne l'oublions pas, ou alors c'est moi qui me rappelle pas bien, il y a 1 an et demi de ça, dans les problèmes que devait régler Didier, il y avait Varane et il y avait aussi Griezmann avec Nkunku qui arrivait à 200 à l'heure. On se demandait qui allait être titulaire entre Nkunku et Griezmann. Donc ça voulait quand même dire que Griezmann n'était pas au top du top à tous les matchs. Et Nkunku, malheureusement, il n'arrête pas de se blesser. Diaby, dans un rôle de 8-10 créateurs, à partir du moment où on a ce profil-là sur le banc, est-ce qu'une mi-temps de Diaby ce soir n'aurait pas été une bonne idée? Ouais. De toute façon, le problème de cette équipe-là, c'est qu'elle s'est confrontée à une équipe. Alors, Paulo Breitner, qui regarde tous les matchs, nous disait que c'était une équipe qui était en difficulté. Bon, nous, on les a vus 2 fois sur la dernière année. Quand même, on les a trouvés plutôt cohérents. En tout cas, peut-être que l'équipe de France, encore une fois, c'est une équipe qui leur réussit. Mais je suis désolé, quand tu regardes la différence de qualité technique, et sans manquer de respect à Zahir Emery ou à Rabiot ou même à Tchouaméni, mais en face, t'as 2 déjà des meilleurs milieux de terrain des 10 dernières années. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant? Ça veut dire que finalement, tactiquement, ou en termes d'engagement... Mais on le sait quand même que... Attends, tout le monde, tous ceux qui suivent et qui sont un peu connaisseurs de foot, ils savent très bien que l'équipe de France, la technique individuelle, la finesse technique, c'est pas non plus les qualités premières de l'équipe de France. Quand tu vois n'importe quel leader de cette équipe, à part Antoine Griezmann, c'est pas des joueurs très fins techniquement. Rabiot, c'est quand même un gars puissant, un box-to-box, un gars athlétique. Tchouaméni, c'est un gars athlétique. Ensuite, attention, je parle pas de la technique de dribbleur d'un Dembélé, je parle de la vraie technique du milieu de terrain. Toni Kroos, Wirtz, même Kai Havertz. On les a pas ou Deschamps les prend pas? Non, mais on n'en a pas beaucoup. C'est pas pour rien si Antoine Griezmann il a dû aller en Allemagne, il a dû aller en Espagne pour être formé parce que on disait qu'il était un peu trop frêle et que le petit gaucher de Macon, on savait pas si on en voulait dans les clubs français. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe. Alors aujourd'hui, donc si on les a pas, Kevin, je me fais l'avocat du diable. Dans ce cas-là, il faut trouver une autre manière de les battre, ces équipes-là, qui sont meilleures que nous techniquement. Deschamps, il y arrive puisque il arrive avec un jeu. On peut pas lui reprocher de ne pas jouer, par exemple, comme l'Allemagne ce soir, d'avoir un jeu protagoniste, comme tu dirais. Non, mais il y a quand même un jeu d'imposition, un jeu protagoniste. Tu peux même l'imposer avec des Diaby, avec des Dembélé, avec des Mbappé, parce qu'il n'y a pas que mettre les joueurs sur le terrain. On a vu les appels des Allemands, ces appels tranchants. Tu disais qu'ils arrivaient à trouver la profondeur, alors que l'équipe de France était en bloc bas pendant le match. C'est-à-dire que des appels de profondeur, ça peut être des appels sur 2, 3, 4, 5 mètres pour étirer une défense, pour venir laisser la place aux joueurs techniques entre les lignes. Bref, je ne vais pas vous faire un cours tactique maintenant, mais en tout cas, l'équipe de France, elle a été en difficulté sur la technique individuelle au milieu de terrain. Et encore une fois, les jeunes aujourd'hui confondent beaucoup trop les gris-gris et les tours de passe-passe de Ousmane Dembélé avec la technique d'un milieu de terrain ou d'un joueur fin comme Jamal Musiala et soyeux, voilà exactement, comme un Mesut Özil à son époque ou aujourd'hui un Gundogan ou un Toni Kroos, mais même un Kimmich. Kimmich, c'est un joueur très très à l'aise techniquement. Donc voilà, aujourd'hui l'équipe de France, elle est défaillante sur ce domaine et malheureusement, ça se voit dans ce genre de match. Et quand je vois, et je finis là-dessus, pour moi, je viens de voir un joueur à l'image là passer sur l'écran du diffuseur. Je suis désolé, mais pour moi, je le dis et je le répète, William Saliba doit être, par sa capacité de relance et par sa capacité de défense, titulaire indiscutable dans l'équipe de France. Il y a quelque chose qui est marquant également aujourd'hui, et Didier Deschamps vient de le souligner au micro de TF1. Il y a eu un manque d'agressivité, un manque de pressing. On s'est fait la réflexion pendant le direct à un moment donné. C'est-à-dire que les Bleus avaient l'occasion parfois d'aller récupérer le ballon à la hauteur de la surface allemande. Et non, on les a vus reculer, descendre le bloc. Déjà, si vous permettez, essayons de faire cette émission en étant, oui, un petit peu déçus, mais surtout en pensant que c'est une bonne chose qui vient de nous arriver. Parce que, justement, si, comme j'ai pu l'entendre,
on se voyait trop beau. Ce qui s'est passé ce soir, et c'est quand même une nouvelle fois contre les Allemands, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça va permettre de réfléchir, ça va permettre de se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on ait une charnière centrale, et j'insiste là-dessus, pas parce que c'était mon poste. Nos deux arrières centraux sont très moyens. Pavard, pour moi, il peut faire un bon arrière droit, ouais, je suis d'accord. Mais parce que tout simplement... On n'en a pas derrière droit. Voilà, parce que tout simplement... On n'a pas encore parlé de Jules Koundé, mais à droite, c'est pas possible. Klaus, d'ailleurs, c'est pas son poste. Il peut rentrer comme ça a été le cas pour filer un coup de main dans la deuxième partie du match. Et ensuite, oui, les deux arrières centraux, ce duo indispensable, pour le moment, je dis bien pour le moment, nous ne l'avons pas. Donc maintenant... On va voir un petit peu ce qui va se passer mardi, mais ça sera un contexte totalement différent. L'adversaire ne sera pas le même que ce soir. L'adversaire de ce soir, c'est un adversaire qu'on peut mettre dans cette catégorie des favoris, compte tenu que l'Euro, c'est chez eux. C'est vrai. Il y a quand même le petit sujet très rapidement, mais l'arrière droit, c'est quand même un gros problème en équipe de France. Je le disais avant le match, tu en étais moins Thibaut. Moi, je n'ai rien contre Jules Koundé, mais Jules Koundé, même s'il dépanne aussi au Barça, mais ça, il ne peut pas jouer arrière droit dans cette équipe de France, c'est pas possible. Et même Jonathan Klaus, qu'on aime bien, c'est pas non plus le. Là, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas. Il y a un moment, Pavard, il va falloir qu'il refasse ce qu'il a fait. Quand il était, tout le monde lui tombait dessus. Ah non, pas moi. J'ai toujours été très indulgent avec Benjamin Pavard, pardon. Il faisait pas l'unanimité en tout cas. Non, mais ça c'est sûr. Mais bon, en France, faire l'unanimité, c'est toujours compliqué. Par contre, la défense centrale, Saliba. Pour moi, la meilleure, c'est Saliba-Konaté. Maintenant, ça peut être Saliba-Hernandez. Mais en tout cas, pour moi, William Saliba, au but de ce qu'il fait sur les 2 dernières saisons, dans une des meilleures équipes d'Europe, dans le plus grand championnat du monde, je ne comprends pas qu'il ne soit pas installé dans cette défense. Eloi est avec nous au 32-16. Salut Eloi. Salut tout le monde, vous m'entendez? Salut Eloi. On t'entend très bien, sois le bienvenu dans l'after Eloi. Qu'est-ce que tu retiens ce soir de cette petite gifle? Vraiment, en fait, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à retenir, il n'y avait pas trop d'envie. Là, vous avez parlé de l'arrière droit. Moi, ça m'énerve de voir Koundé toujours présent arrière droit. Alors que bon, je suis lyonnais, il y a Malo Gusto que j'aimerais bien voir. Essayer au moins. Et moi, ce que j'aime pas trop, en fait, c'est Deschamps. Je trouve qu'il est très conservateur dans ses choix. Il veut pas tester beaucoup de choses. Un match comme ça, on peut tester des choses et il fait pas ça, en fait. T'aurais voulu voir quoi, justement, concrètement? J'aurais voulu voir des changements un petit peu. Je sais pas, il aurait pris des petits jeunes pour tester. On est à 4 mois de l'Euro. Pourquoi pas essayer des nouvelles choses par rapport à avant? Parce que là, je pense que Pavard toujours là. C'est très conservateur comme choix à chaque fois en fait. Et c'est pour ça je trouve qu'il devrait essayer de changer un peu sa façon de voir le football, je pense. Après, aujourd'hui, il y a quand même des certitudes. Les certitudes, c'est donc qu'il y a un gros chantier, même si on le savait, sur le poste de latéral droit. Il y a un gros chantier sur la défense centrale. Moi, j'ai trouvé Brice Samba, franchement, il ne peut rien faire sur les buts. Et par contre, il a été décisif en fin de match. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir. Il fait 3 gros arrêts sur la fin de deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, on pense qu'avec Antoine Griezmann, ça peut être quand même complémentaire. On sait que Zahir Emery, pour moi, je le dis, je le répète, c'est encore trop tendre pour le haut niveau international, mais c'est normal. Malheureusement, il a pris loin. Ouais, mais c'est normal, c'est pas à lui de relever cette équipe, et même offensivement. Alors Mbappé à gauche, franchement, il fait vraiment un match très moyennasse, mais Dembélé, Thuram, Dembélé est capable toujours de faire des diffs. Il y a quand même encore une interrogation, on entendait le public réclamer Olivier Giroud. Donc... ça aussi, c'est quand même un gros point d'interrogation, le numéro 9 bien sûr, des Bleus. On en parlait avant le match. Je maintiens ce que je disais avant le match, c'est-à-dire pour moi, si tu dois faire un choix entre Thuram et Giroud, pour le moment, à partir du moment où il n'y a pas un numéro 9 qui est venu poser des problèmes au profil de Giroud. Giroud, malheureusement, il a 37 ans, mais comme point de fixation, comme repère, je pense qu'il est plus logique de démarrer le match avec un Giroud, même si on ne le fait pas jouer les 95 minutes, mais au moins, il y a une certaine présence, il y a la possibilité d'un jeu de tête. N'oublions pas, coach, quand même, ce match. On est obligé de
reparler de la finale de la Coupe du Monde parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce match, il fait penser au match contre la finale où tu as l'impression que l'équipe de France, elle n'a pas de réaction. Et quand même, Giroud était sorti en première mi-temps, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou en fin de première mi-temps. C'était à peu près ça, je crois. Donc c'est J'ai quand oublié même cette partie-là du match. Non, mais c'est quand même une équipe qui est en grande difficulté parce qu'elle a un plan initial qui est d'attendre et de contrer l'équipe adverse. Mais quand ça ne fonctionne pas, ou quand l'équipe adverse a trop de maîtrise et trop d'agressivité pour te laisser la contrer, eh ben, l'équipe de France, elle est en grande difficulté. Oui, mais à ce poste de numéro 9 précis, Eloi, dis-moi ce que tu en penses aussi au 32-16, mais ça fait des années qu'on se dit, bon, l'après Giroud. Et en fait, on se rend compte que tous ceux qui sont essayés à sa place, Thuram, on le disait avant le match, il joue gros ce soir. Il y a eu Colomboigny aussi. Il y a eu Colomboigny qui n'a même pas rentré. Oui, mais on se rend compte que tous ceux qui viennent à la place de Giroud. C'est une légende de l'équipe de France, pas facile à remplacer. Ce soir. Forcément, à partir du moment où tu as quand même le meilleur buteur. Vas-y, Eloi. J'ai un avis un peu populaire, ça serait mettre Mbappé en 9. C'est mon avis un peu populaire. Ça dépend. Grand soir comme il était à Leipzig, mais le problème c'est qu'Nkunku il est toujours blessé. Comme a dit coach, Nkunku ça aurait pu être vraiment un joueur qui amenait de la dynamite, qui amenait pas mal d'explosivité, etc. Mais à partir du moment où tu n'as pas ce joueur-là, alors tu as Diaby, qui est un bon joueur, moi j'aime bien Moussa Diaby, qui est un joueur intéressant, mais il joue pas à gauche. Coman. T'as Kingsley Coman qui est blessé là. Ouais. Mais c'est vrai que tu dis, tu fais une attaque, tu mets Coman d'un côté, Dembélé de l'autre et Mbappé en 9. Oui, non, mais avec Diaby derrière, avec un Nkunku qui pourrait rentrer d'ici l'Euro, il y a bien sûr des capacités. Mais ça reste que des joueurs de percussion. Percussion. Quand tu vas devoir faire le jeu, tu seras forcément en difficulté avec un entraîneur comme Deschamps, c'est sûr. Merci Eloi d'avoir été là. Bon week-end. Hein. À bientôt. Il n'y a pas de souci. Salut. Merci d'avoir été là. C'est l'after. Kevin Diaz, coach Courbis. C'est Nasser au 32-16. Salut Nasser. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after Nasser. De quoi tu veux parler ce soir? Alors, j'ai été un peu provoque au standard. J'ai parlé de prise d'otage en fait. Quand je dis prise d'otage, c'est je trouve que... Alors, on en a reparlé à l'issue de la finale de la Coupe du Monde, hein, mais la signature de Deschamps pour 4 ans de plus, c'est assez discutable. Et je trouve que Griezmann et Deschamps prennent la sélection en otage. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, il y a un plan A, mais il n'y a pas de plan B. Donc le plan A, c'est Griezmann, Mbappé, et puis advienne que pourra. Et puis là, on voit que ce soir, quand il en manque un des deux, c'est un peu compliqué, on va le dire comme ça. Donc voilà. Et après, l'autre chose que je voulais développer, c'est en fait la fuite des talents. C'est qu'en fait, vu qu'on n'a qu'un plan B, on n'a qu'un plan A, on n'a pas de plan B. Je crois que c'est le Maroc là qui a annoncé l'arrivée d'Elias Ben Seguir. Avant, ils avaient annoncé l'arrivée d'Amin Adli, de Sofiane Diop. Et ça, typiquement, alors, s'ils n'ont pas le niveau aujourd'hui, hein, l'équipe de France A. Ouais. Mais en termes de profil, je trouve que c'est des profils qu'on voit de l'autre côté. Donc ce soir, on avait une équipe allemande très technique, très mobile, très, très juste techniquement. Et de l'autre côté, nous, on souffrait un peu de la comparaison avec des joueurs de percussion, des joueurs solides. Mais personne pour jouer entre les lignes, personne. C'est vrai que le Maroc fait un gros travail, il récupère beaucoup de binationaux effectivement depuis quelques années. D'ailleurs, je précise qu'aujourd'hui, ce week-end, là, il y a Yacine Adli, le Milanais, qui lui a justement dit qu'il refusait la sélection algérienne pour être potentiellement appelé en équipe de France. Quoi. Juste parlons du match de Kylian Mbappé ce soir. On en a énormément parlé toute cette semaine. On en parle beaucoup d'une manière générale. Sa conférence de presse hier. Il était en forme avec le Paris Saint-Germain cette dernière semaine. Il fait pas un bon match ce soir. Mais c'est en forme, pas tous les matchs quand même. Quand il joue, quand Luis Enrique. Ah oui, d'accord. Non. Mais bon, il y a un Mbappé qui depuis donc le 14 février, c'est un Mbappé qui s'est rajouté un souci de plus en ce qui concerne la façon d'expliquer son futur. Et là, c'est hier ou avant-hier la conférence de presse, c'était hier. Oui, quand il dit et qui pose la question aux journalistes qui lui posaient des questions, est-ce que justement tu as l'impression que je suis perturbé par rapport à mes performances, tout mes performances, oui, à Montpellier, d'accord, contre une équipe de Montpellier très moyenne ce soir-là, mais derrière ça, on a quand même un
Mbappé avec des hauts et des bas. Donc ça c'est sûr que le Mbappé actuellement, avec tout ce qu'il a dans la tête et tout ce qui s'est mis dans la tête de choisir justement une intersaison pour partir du Paris Saint-Germain, il a rien de mieux avec son entourage, choisi l'intersaison où il y a l'Euro et les Jeux Olympiques. Sincèrement, il y a des choses qui m'échappent, des conneries on en fait tous, mais ça a été pour moi une maladresse. Et le Mbappé pour l'Euro, eh bien, on va évidemment lui aussi le voir toutes les semaines. Il y a ce tirage au sort qui est quand même assez favorable pour le Paris Saint-Germain. On va voir la Champions League et on va voir aussi ce qui va se passer dans les matchs de préparation, en espérant qu'à force d'en faire trop, je touche du bois, en espérant qu'il ne se blesse pas. Non, mais ce soir, on a quand même vu aussi les limites de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que moi, j'entends souvent dire que c'est le meilleur joueur du monde. Non, moi, je ne pense pas que c'est le meilleur joueur du monde. C'est un des meilleurs joueurs du monde, à n'en pas douter. Un des top 3, top 5 pour certains en fonction des postes. Mais aujourd'hui, en face... C'est qui les meilleurs joueurs du monde ? Les meilleurs joueurs du monde. Ou le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, je pense que Jude Bellingham, il n'est pas loin d'être le joueur le plus bankable dans ce qu'il rapporte à son équipe, que ce soit avec et sans le ballon. Un peu, non, sur Bellingham. Non, je te parle sur la saison, là. Ouais. Sur la saison en ce moment. Bien sûr, tu as Haaland. Pour moi, tu as des Kevin De Bruyne. Tu as des Bernardo Silva. Tu as aujourd'hui un joueur comme Florian Wirtz qui est dans le top 10. Moi, je suis peut-être chauvin en tant que Français, mais je mets Mbappé. Oui, tu as Vinicius Junior. Ça va, je continue ou la liste, elle est quand même... Non, tu peux partager, je te rejoins pas. Par exemple... Aujourd'hui, dans la vision du football, il y a des joueurs qui ont au moins autant de qualités, qui sont autant décisifs que lui dans leur club, mais il a aussi des limites. Et une de ses limites, c'est quand il pense qu'il peut faire plus que ce qu'il sait faire. Il ne sait pas tout faire, Mbappé. Il sait faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que 99% des autres joueurs. Mais quand il commence à rajouter trop de gestes techniques, quand il commence à rajouter trop de passements de jambes et qu'il perd en spontanéité, mais aussi par l'agacement, c'est humain. Quand ton équipe elle n'est pas dedans, tu surjoues. Mais il est bon quand il joue, mais quand il surjoue, comme beaucoup de grands joueurs, il peut être en difficulté. C'est ce qu'on a vu ce soir. Bon, moi, écoute, chacun ses goûts. Par moment, allez, il est fatigant, mais moi je le trouve très, très fort. Et bien sûr, on me parle toujours de comparaison Bellingham. Évidemment qu'il est fort, Bellingham, mais aujourd'hui, si tu dois choisir entre Vinicius et Mbappé, tu prends qui ? Ça dépend rapport qualité-prix, mais au salaire de Vinicius, je prends Vinicius. Le même salaire, le même transfert, comme footballeur. Je prends Mbappé. Ah ben moi aussi. Mais d'accord. Mais rapport qualité-prix, je prends Vinicius. Salut Stéphane. Et bonsoir messieurs. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Comment allez-vous ? Bon, écoute. Ça va et toi ? Ça va un peu mieux que l'équipe de France. Ouais, on a déjà été un peu mieux quand même. Bon, et toi Stéphane ? Moi j'ai passé un très bon moment, c'était un super beau match à regarder, agréable. Non, je déconne. Non, c'est triste. Ouais. Non, c'est vraiment triste, vraiment triste. Alors, j'écoutais patiemment les auditeurs se succéder, et chose rare, j'étais d'accord avec quasiment tout ce qui pouvait se dire, ainsi venu de votre part également sur le plateau. Bon, moi, ça fait plusieurs années, j'ai pas attendu ce match-là pour dire que Didier Deschamps, c'est pas forcément le meilleur sélectionneur qu'on pourrait avoir pour faire jouer cette équipe. Autant du temps de Raymond Domenech que quand on avait Clément Chantôme au milieu de terrain, Bakary Sagna qui faisait pas un centre, ok, pourquoi pas, mais là avec les joueurs qu'il y a sur la pelouse, les joueurs blessés comme Coman et excuse-moi Stéphane, mais Koundé il fait pas un centre. Hein. Ah oui, non mais attention, non mais soyons sérieux messieurs, c'est une émission de foot, Jules Koundé n'est pas joueur de foot. Voilà. Là tu forces quand même, hein. Il est peut-être pas meilleur arrière droit. Il n'est pas latéral, ça c'est sûr et certain. Il est défenseur central. Et encore une fois, il ne faut pas trop lui tomber dessus parce que c'est Didier Deschamps qui le met là, quoi. Après, Stéphane, est-ce que vu sa taille, c'est un arrière central d'une organisation à 3 arrières centraux, c'est l'arrière central côté droit. Après, est-ce qu'on a raison, les gars, Stéphane, de tirer autant de conclusions sur le match de ce soir ? Est-ce qu'il faut aussi pas le mettre en rapport avec la période ? On est dans cette période de trêve, juste avant des matchs très importants pour tous ces joueurs. De préparation. Un match de préparation. Donc c'est vrai qu'à vous entendre, j'ai l'impression que c'est fini, on n'a aucune chance pour l'Euro. Attention, moi j'essaie, alors excusez-moi, je me permets, je suis totalement mesuré parce qu'au final, la prestation de ce soir de l'équipe de France,
C'est pas qu'il faut tirer sur tout le monde ou tirer la sonnette d'alarme, mais moi c'est pas la première fois sous Deschamps depuis plusieurs années que je vois ce type de match. Enfin, tiens, il faut se rappeler du match contre la Suisse à l'Euro en 2021, ouais. La Coupe du Monde qui était pas jojo non plus, on arrive en finale un peu par miracle. Ouais, on y est quand même. Tiens Stéphane, Didier Deschamps est en train justement de s'installer en direct au Groupama Stadium en conférence de presse. Fabrice Hawkins et Jeannot Rességuier ont posé leur micro. Didier Deschamps sur RMC en direct. On a reconnu l'équipe de France ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Je peux faire le même constat, mais on n'a pas été capable de se hisser au niveau que l'adversaire nous a proposé aussi, et déjà dès le début de match, en termes d'agressivité, de détermination. Cette équipe d'Allemagne a fait un très bon match. Il y avait de la qualité, je vous l'ai dit avant, même si elle restait sur une série négative, ce qui n'était pas notre cas, mais après on peut parler de plein de choses, mais sur ce plan-là, on n'a pas mis ce qu'il fallait, comme on dit. Est-ce qu'on en était capable ? C'est la question que je peux me poser aussi, mais en tous les cas, on l'a pas fait. Et le niveau international est impitoyable. Après, on peut parler de technique, de justesse, de tactique aussi, mais voilà. L'Allemagne nous a proposé un match avec une intensité élevée, et bon, dès le début du match et le premier quart d'heure, après on a réagi. Bon, certes, on n'a pas eu beaucoup de réussite aussi, mais c'était par intermittence, donc il faut l'accepter, ça fait pas plaisir. Et puis même s'il vaut mieux avoir ça là aujourd'hui, il y a un match dans 3 jours, et avant ce qui nous attend au mois de juin, je m'en serais bien passé, mais c'est un rappel, et je sais pas, en disant ça, je ne charge pas les joueurs, puisque le premier responsable c'est moi, mais l'évidence, et c'est factuel, c'est que on n'a pas su se hisser à la hauteur du match qui nous attendait aujourd'hui. J'imagine évidemment que vous avez souhaité corriger des choses à la mi-temps, et que vous avez fait passer un message. On a vu en seconde période, malheureusement, au fil du match, que l'écart semblait même un peu se creuser entre les deux équipes dans la prestation. Est-ce que vous l'avez un petit peu abordé, mais est-ce que vous pensez qu'il y avait un problème physique aussi ce soir, ou que c'est un non-match simplement ? Ça peut, oui, c'est pas partie des matchs du calibre qu'on a l'habitude de jouer, mais sur le plan athlétique, oui, on était en déficit. Ça peut être individuel, mais surtout collectif. Donc après, quand déjà on commence pas par le bon bout, et puis voilà, au-delà du fait qu'on l'a pas fait, peut-être pour différentes raisons qu'on n'en avait pas les moyens à ce moment-là. Après, je vais pas rentrer dans ce qui pourrait être des explications, pourrait devenir des excuses, mais la réalité c'est que oui, l'ensemble du groupe est arrivé avec beaucoup de fatigue. Il y a pas mal de pépins aussi. J'ai pas voulu prendre de risques sur certains joueurs aussi. Voilà, et de part mes décisions-là, et par rapport à ce que nous a proposé l'Allemagne, ça va pas dans le bon sens aussi, mais il faut l'accepter, et au moins on sait ce que on a à faire nous aussi pour être performant, mais parce que l'équipe d'Allemagne aussi nous a proposé un match de très haut niveau. Voilà pour la première réaction de Didier Deschamps en direct sur RMC dans l'After. Je remercie Stéphane d'avoir été là. À très vite, Stéphane, sur RMC. Et très bonne soirée, messieurs. Merci. Bonne émission. Salut Stéphane. Salut Stéphane. L'Allemagne a fait un bon match, nous dit Didier Deschamps. Polo Breitner est là, justement. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Bon, qu'est-ce que tu nous as raconté, Polo? Cette Allemagne, ça va pas, machin et tout. Ben, tu t'y attendais. Moi, il y a une information très très importante ce soir, c'est que on s'est complètement gouré finalement sur le schéma de jeu proposé par Julian Nagelsmann. Et ce soir, on a vu un 4-3-2-1 finalement qui est historique parce que jamais l'Allemagne joue comme ça, avec deux meneurs de jeu finalement, Wirtz et Musiala, les deux pépites allemandes. Et je me demande, et je reste extrêmement modeste sur la prestation allemande parce que je ne suis pas persuadé que la France était au niveau ce soir, au niveau du pressing notamment. Je me demande si l'Allemagne n'a pas trouvé ce soir un fameux schéma de jeu pour jouer contre les grosses cylindrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plusieurs jours, en Allemagne, on parlait plutôt de joueurs besogneux, etc., qui arrivaient dans l'équipe. Et la question qui se pose depuis quelques temps en Allemagne, quand même, c'est comment faire jouer Musiala et Wirtz ensemble. Ce sont deux pépites qui, à eux tout seuls, peuvent faire exploser n'importe quelle défense au monde. Et ce soir, avec Toni Kroos en première rampe de lancement et des besogneux qui sont dans le gegenpressing, Gundogan et Andrich, c'est-à-dire que ce soir, Gundogan, par exemple, n'est plus le numéro 10, celui qui est créateur d'occasion, dont on nous a annoncé ça plusieurs fois. Il est au travail pour protéger Toni Kroos, qui lui doit trouver Wirtz et Musiala, et à eux deux prodiges de faire exploser les grosses défenses. Et ce soir, c'est la première fois, si tu veux, que je me suis dit, chouette. Le chouette, j'ouvre une parenthèse, je suis encore une fois très mesuré parce qu'au mois de septembre 2023, je rappelle qu'en Allemagne, l'Allemagne avait aussi battu l'équipe de France avec Rudi Völler en tant que sélectionneur et on pensait que ça allait repartir, etc. On a vu ce qui s'est passé. Donc je reste extrêmement mesuré sur la prestation de ce soir. Par contre, je suis très content sur le fait que peut-être, et je précise contre les grosses cylindres européennes, parce que la France, pour les Allemands, est toujours le favori de l'Euro 2024, qu'on ait trouvé un schéma pour jouer contre ces grosses cylindrées, l'Angleterre, l'Italie, etc. Je ne suis pas persuadé qu'on contre les Pays-Bas, ils jouent comme ça. D'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'à la 75e minute, lorsqu'ils ont changé de jeu, ils sont repassés en 4-4-1-1 plus traditionnel, avec Thomas Müller, Furic qui est un véritable ailier. On a refait avec Mittelstadt le côté gauche de Stuttgart. Mais je crois que... Pas mal, Polo, Mittelstadt, quand même. Ouais, je suis pas un fan. Ouais, mais moi, aujourd'hui, il fait un bon match, quand même. Ouais, mais je me suis depuis 10 ans. Ouais, enfin, il a souffert face à Dembélé, hein, quand même. Faut pas... Ouais, mais tout le monde souffre contre Dembélé, mais offensivement, c'est pas mal. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas un véritable latéral, c'est quelqu'un à 27 ans qui n'est théoriquement pas titulaire à Stuttgart, même s'il joue beaucoup parce que le japonais Ito a été longtemps blessé. Donc tout ça fait que ça fonctionne bien ce soir, c'est très positif. Il y a un record qui est tombé ce soir, hein. Florian Wirtz, en marquant à la 8e seconde, marque le but le plus rapide de l'histoire de la Nationalmannschaft. Deux records, parce que l'équipe de France a encaissé son but le plus rapide. Ah oui, d'accord, ok. mais c'est vrai que je suis agréablement surpris par la discipline tactique des Allemands. Je suis peut-être aussi déçu de la prestation française. Ce soir, pour moi, c'est la technique qui a gagné. Kroos, Musiala et Wirtz. Et ceux qui ont perdu, malheureusement, c'est l'absence de Griezmann côté français, quoi, parce que c'est quand même assez prégnant. Mais ce soir, oui. Polo, il n'y a pas que Wirtz et Musiala qui ont été bien, et Kroos. Mais quand même, quand tu ajoutes à ça, moi je ne suis pas un grand fan de Kai Havertz, mais Kai Havertz, techniquement, c'est quand même le haut niveau. Gundogan également, Kimmich, tu as quand même Mittelstadt qui... ton ami Mittelstadt, qui techniquement est quand même un bon joueur, là, en termes techniques, tu avais une Allemagne. Alors, certes, l'équipe de France était cataclysmique, mais franchement, c'est aussi parce que l'Allemagne, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps, franchement, ils nous ont impressionnés quand même aujourd'hui. Nous, on ne suit pas comme toi tous les matchs, mais aujourd'hui, ils ont été très bons. Ouais, mais justement, le cas Kai Havertz, parce que moi j'appelle ça la génération qui a été un peu ratée, parce que là, ce soir, peut-être qu'on a l'ancien Toni Kroos qui a repris les rênes du pouvoir au sein de la sélection. On a parlé avec Roland avant la rencontre, est-ce qu'il fallait faire revenir Toni Kroos et tout. Moi, je sais qu'en Allemagne, on voulait plus de Toni Kroos en Allemagne. C'est quand même... Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un Toni Kroos sous pression ou une équipe de France au niveau, parce que le milieu de terrain ce soir a été gagné par l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Andrich, vous avez vu que Gundogan est sorti à la 72e minute, n'est pas tellement content. Je pense qu'il a aussi dans ce schéma, et encore une fois contre les grosses cylindrées, peut-être un rôle beaucoup plus nébuleux, alors qu'on l'annonce, quand on le voit au Barça, c'est lui qui crée des occasions et ceci et cela. Mais la question qui m'intéresse, quand tu as deux prodiges comme Wirtz et Musiala, c'est comment tu fais pour les faire jouer ensemble. Je pense que c'est un problème tactique
tactique, un problème des techniciens, et peut-être que Nagelsmann a trouvé quelque chose. Maintenant, surtout qu'ils se sont trouvés notamment sur le deuxième but. Hein. Ah bah oui, mais ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu veux, il y a très peu. Quand on parle de la qualité individuelle des Allemands, moi, j'ai pas de souci avec ça. Alors, il y a des postes qui sont compliqués. Kimmich, je suis pas persuadé qu'il ait fait une énorme prestation au poste d'arrière droit. J'ai bien aimé Rüdiger Eta, mais est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce niveau, etc. Ter Stegen, ça fait quand même longtemps qu'il n'avait pas pris un but, qu'il n'avait pas encaissé de but en équipe nationale. Mittelstädt, ok, moi, je suis depuis trop longtemps pour m'emballer. Mais si tu veux, tu as retrouvé au moins une cohésion. Je suis pas sûr. Ce qui me plairait, c'est qu'on contre des équipes, en théorie, pas du niveau de l'équipe de France, qu'on revienne à un 4-2-3-1 beaucoup plus classique et qu'on mette un joueur offensif en plus. Mais moi aussi, je voudrais bien voir qu'est-ce qui va se passer le jour où l'équipe d'Allemagne aura un Toni Kroos sous pression. Parce que ce soir, on l'a pas vu. C'est amusé. 128 ballons ce soir, joué 95% de passes réussies. C'est fou. Il y a plus de 700 pages pour l'équipe, 700 passes pour l'équipe d'Allemagne. Ça fait longtemps. Alors c'est des statistiques qui ressemblaient au Barça de l'époque. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Mais déjà, Polo, qu'il soit revenu dans le groupe, on en parlait avant. Je trouve que c'est une bonne chose. Et même si tu peux dans des matchs tous les 3 jours l'utiliser que 60 ou 70 minutes. Pour sa présence aussi dans le vestiaire, les conseils qu'il peut donner aux jeunes et tout, c'est un retour extraordinaire pour moi, ça. Et après un match comme ça, Polo, est-ce que c'est tout un pays qui retrouve le moral un petit peu et qui se dit que je suis pas persuadé. En fait, là, j'ai commencé à regarder les dépêches qui tombaient et tout ça. Oui, on a marqué très, très rapidement. Ça a été du bien, etc. Ça fait du bien au moral, c'est évident. De là à dire qu'on va retrouver une grande équipe d'Allemagne, je pense qu'il faudra le confirmer contre les Pays-Bas. Ça serait bien de leur mettre une rouste, comme d'habitude. Et de voir ce que ça donne. Comme d'habitude, n'exagérons pas. Excellente, très belle chanson. Et mais je voudrais bien voir un autre schéma de jeu pour voir si ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est une équipe quand même assez besogneuse ce soir. Ça a l'air de rien. Mais Gundogan, Andrich, le boulot qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr qu'Andrich d'ailleurs ait le vrai niveau de l'équipe de France ou d'une équipe d'Allemagne triomphante. Mais tout ça fait que tu as peut-être une opportunité. Il a chatouillé les oreilles de Kylian Mbappé en tout cas. Oui, mais ça, ils sont de la même génération, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'écart entre deux. Il y a quoi, il y a 10 ans, un truc comme ça 10-15 ans, non? À peine. Non, 25 ans, 10 ans, ouais 10 ans. On ne parle pas d'une action là, depuis le début de l'émission. Il y a un pénalty à un certain moment, non? Ah oui, un quart d'heure de la... Pour le 2-1, à 2-0 pour l'Allemagne. À un quart d'heure de la minute, tu peux faire 2-2. Hein. Oui. Enfin, c'est pas flagrant. C'est pas une faute flagrante. Ça touche le genou et ensuite la main. C'est pas une faute flagrante si on reprend les textes mais on peut siffler. Le problème, c'est que moi j'arrive pas à suivre. Donc, mais moi non plus. Des fois, c'est sifflé, des fois, ça l'est pas. Donc, savoir quand c'est que ça l'est, j'en sais rien. C'est considéré comme un geste naturel après un ballon qui a touché une autre partie du corps. Oui, mais ça compte plus, l'autre partie du corps. Mais si, ça compte. Un geste naturel qui va empêcher le ballon de passer la ligne de but. A priori, il y avait hors-jeu sur l'action. Et je t'invite à aller sur le site de l'IFAB qui fait les lois du jeu. Tu verras que ce n'est plus dedans.